je tiens à vous remercier concernant vos travaux sur Versailles. J'ai eu de très nombreux retours. Enfin, vous avez été très sérieux et appliqué sur ce travail. Euh, j'ai quasiment toute la classe qui m'a rendu le travail. Donc, félicitations. Je sais que pour certaines classes, c'est difficile de continuer à travailler malgré cette continuité pédagogique. Mais vous vous y tenez et je suis agréablement surpris. Voilà, donc j'espère que tout le monde a reçu mon retour de votre travail avec une note informative. Je rappelle bien que cette note ne comptera pas pour pour le troisième trimestre. Hein, tout ce que vous faites pendant le confinement et pour cette, ce travail à distance ne compte pas pour le troisième trimestre. Voilà. La note n'est pas sur Pronote finalement parce que elle n'a pas de sens finalement. Comme je l'ai dit la semaine dernière, finalement vous aurez qu'une seule note pour ce trimestre. D'ailleurs, il faut que je la mette. C'est votre activité que vous aviez fait avant qu'on ne se voit plus sur le calvinisme et ou l'anglicanisme. Ce sera la seule note de ce trimestre et ensuite ce que je vais mettre c'est des appréciations en fonction de votre application et de votre sérieux durant cette période de pédagogie à distance, de continuité pédagogique. Je peux pas faire mieux. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, on va peut-être avoir un cours un peu plus court que d'habitude, puisqu'il nous reste à peu près que le grand B à faire de ce chapitre. Je vais pas commencer le chapitre prochain sur l'Angleterre aujourd'hui, on commencera vendredi, pour vraiment être calé comme il se doit. On va juste terminer ce chapitre aujourd'hui, donc si on a terminé avant midi, eh ben, je vous laisserai aller manger avant, même si vous mangez peut-être après. Je vous laisserai sortir. Donc il nous reste plus que le grand B, et puis on aura terminé ce chapitre. J'espère que vous avez compris les grands enjeux de ce chapitre. Ce thème 2, pardon, ce thème 3 d'histoire est assez complexe, je vous le dis vraiment. C'est un des chapitres les plus difficiles à faire transmettre aux élèves en tant que professeur et en tant qu'élève, c'est un des chapitres, je pense, les plus difficiles à comprendre, puisque il y a plein de choses, et normalement on doit le faire en 10-11 heures, ce qui est assez difficile. Mais on dirait que ça va de votre côté. Donc c'est très bien. Du coup, si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va repartir sur notre cours. Toc. Alors, hop. Je reviens très rapidement en arrière. De ce fait, pour faire un rappel de ce qu'on avait vu vendredi, pour ceux qui étaient là, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vous ai pas oublié sur YouTube non plus, et je vais certainement mettre la vidéo de vendredi et la vidéo d'aujourd'hui cet après-midi. C'est que j'ai pris un peu de retard en fait sur mes corrections, sur mes activités et bien sûr sur les rendus de ces rediffusions. Je reprends rapidement le début du Grand 3. Nous étions donc ici sur l'affirmation de l'État royal contre les puissances extérieures et l'élément central de l'affirmation de l'État royal à l'extérieur, c'est la guerre. Les rois de France durant l'époque moderne sont connus et sont même reconnus pour leur guerre face aux ennemis donc européens et face aux puissances européennes. Dès François Ier, on l'avait vu, et Henri II, la France va essayer de s'accaparer de nouveaux territoires, notamment ici la conquête de l'Italie pour François Ier et Henri II, avec cette bataille de Marignan, on l'avait vu, 1515,
qui met déjà en avant une prouesse technologique importante de l'époque moderne, à savoir les arquebuses et les canons, donc c'est-à-dire l'utilisation massive de poudre et d'armes à feu durant les combats et les batailles, qui vont prendre donc une importance de plus en plus significative lors des prochains règnes sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV. Alors ensuite, sous Louis XIII, on a cette fameuse guerre de 30 ans, 1618-1648. Cette guerre de 30 ans opposant le royaume de France au royaume d'Espagne et du Saint-Empire avec les Habsbourg. Cette guerre qui va affaiblir considérablement le royaume de France intérieurement par l'usage massif d'emprunts et l'augmentation de la fiscalité pour, pour les paysans. Cette guerre se conclut par le traité de Westphalie en 1648. Et surtout, ce qu'il faut retenir des guerres lors de ces différents règnes, c'est les guerres de Louis XIV. Louis XIV qui va faire pour son règne personnel à partir de 1661, non loin de 4 guerres. 4 guerres en l'espace de 40 ans. Oui, oui. Louis XIV est un roi de guerre. Ça se voit. On le montre. Ça permet de mettre en scène sa puissance et son autorité face aux nobles, notamment lors de la guerre de dévolution entre 1667 et 1668, la guerre de Hollande entre 1672 et 1678, la Ligue d'Augsbourg entre 1688 et 1697, où on voit, d'après différentes peintures et représentations, eh bien, la mise en scène de ce roi de guerre avec Louis XIV sur un cheval armé de son épée, supervisant sur une colline les troupes. Alors ici, la troupe lors de la prise de Besançon, lors de la guerre, si je ne me trompe pas, de Hollande, pardon. Même chose durant cette guerre de Hollande, le passage du Rhin devant le village de Lobit. Ici, même chose, Louis XIV qui est donc en qui supervise donc cette traversée de son armée. Voilà. Louis XIV est considéré comme un roi de guerre. Et on le voit, il y a une mise en scène qui est mise en avant, hein, avec aussi, je vous le mets dans votre trace écrite, des célébrations grandioses dans ces victoires, hein, avec euh, des cérémonies fastueuses et grandioses aussi dans les villes qu'il va visiter. Voilà, Louis XIV a un impact fondamental lié à ces guerres. Et puis la dernière guerre, hein, j'en avais parlé rapidement vendredi dernier, c'est cette guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714, dernière guerre de Louis XIV puisqu'il meurt un an plus tard, le 1er septembre 1715, avec une guerre entre le royaume d'Espagne et le royaume de France, et une coalition européenne qui a peur que le royaume de France et que la dynastie des Bourbons arrive au pouvoir dans le royaume d'Espagne. Je m'étends pas là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette guerre, je vous conseille vivement d'aller regarder une petite vidéo sur YouTube. Vous cherchez guerre de succession d'Espagne pour comprendre, ou alors pour ceux qui aiment lire, il y a des articles très intéressants sur cette guerre sur Futura Science. Bien, ce qui est important à comprendre au niveau de ces guerres permettent d'une part de mettre en scène la puissance du roi et d'autre part d'acquérir de nouveaux territoires. Ces territoires, on les retrouve ici un peu partout. Ces territoires sont gagnés par ces guerres, notamment sous Louis XIV, grâce à des traités. Donc ici, par exemple, le traité des Pyrénées en jaune va permettre à la monarchie française et au royaume de France de s'accaparer des territoires euh, du Cateau-Cambrésis, euh, autour de Cambrai, autour de Arras, autour de Sedan euh, et autour de Perpignan. Et finalement, ça va permettre d'étendre le domaine royal. Et si on voit de l'ensemble des conquêtes entre Henri II et Louis XIV, on retrouve donc une France beaucoup plus connue d'aujourd'hui, avec des frontières qui ressemblent significativement, on voit ici, hein, à celles qu'on a
aujourd'hui, hein, on a quelques territoires en plus, mais sinon, globalement, c'est les frontières actuelles de la France. Ces frontières, elles sont liées aussi donc à un développement accru d'une armée professionnelle sous Louvois avec une discipline beaucoup plus stricte et donc une augmentation significative aussi du nombre d'hommes lors des différentes batailles et lors des différentes guerres. Et par la même occasion, et on s'était arrêté là vendredi dernier, les territoires conquis vont être alors protégés par des places fortes qu'on appelle les places fortes et les places Vauban, du nom de son concepteur, Sébastien Vauban, alors qui est issu de la petite noblesse pauvre. Je vous rappelle, euh, avec l'activité sur Versailles, que Louis XIV prend des conseils de son donc, conseil des ministres et de son grand conseil, mais il n'y a pas que des gens de la haute noblesse qui s'y retrouvent, on retrouve aussi des petits nobles, et notamment Vauban. Vauban qui est issu de la petite noblesse pauvre, hein, mais qui est un ingénieur talentueux du roi à partir de 1655 et qui va ériger de nombreuses forteresses en les améliorant. Ces forteresses, elles sont beaucoup plus résistantes, notamment par rapport aux canons. Elles vont être disséminées un peu partout autour des frontières de la France. C'est tous les points rouges et tous les points verts que vous avez ici sur cette carte. Ces forteresses Vauban vont, dans l'ensemble, être ce qu'on appelle une ceinture de fer, puisqu'on va donc cadenasser le royaume de France par ces différentes forteresses, puisqu'il va recevoir aussi en 1703 le bâton du maréchal de France. Il n'hésite pas à contredire Louis XIV, hein, même s'il est petit noble, notamment dans le domaine de la politique, et il va donc être très important dans ses ouvrages qui vont avoir une configuration assez particulière. Alors là, vous avez euh, alors pardon, je viens de voir ta question, Jules. Sur la carte précédente, pourquoi il y avait des territoires conquis dans le nord par le traité des Pyrénées? Alors, je reviens rapidement. Le traité des Pyrénées, ça met fin, donc en 1659, si on revient un peu avant, à la guerre, tuc 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 tuc, je sais plus, 1659, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Euh, Et c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des territoires à l'époque. Alors, le roi d'Espagne, depuis Charles Quint, a aussi des territoires dans les Pays-Bas. C'était les Pays-Bas espagnols. Et donc en fait, ces territoires de la Flandre et du nord de la France étaient des territoires détenus par le roi d'Espagne. C'est pour ça que on a des territoires qui vont être acquis dans le nord de la France par Louis XIV. Voilà. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est lié à des mariages, par exemple, à des dots, ou aussi euh, à la dynastie finalement des Habsbourg qui avaient donc des territoires en Espagne, mais aussi dans le Saint-Empire romain germanique. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je pourrais passer une heure dessus, mais globalement on a donc des territoires conquis au nord et au sud de la France. Bien, je reprends rapidement sur cette configuration donc de ces forteresses. Alors ces forteresses Vauban, vous en retrouvez quelques-unes dans le nord de la France notamment. Alors les plus proches de ce que vous avez à Hirson, ça doit être celle de Maubeuge, qui existe toujours. Alors avant, on avait celle de Rocroi. Ensuite, c'est celle d'Arras, de Cambrai et de Lille. Ces forteresses ont une configuration assez particulière, puisqu'on a une formation en étoile, hein, avec différentes euh, parties, des avant-postes en demi-lune, ce qui permettait en fait ici à ce moment-là d'avoir un minimum de murs qui pourraient être soumis à un boulet de canon, donc avec beaucoup moins donc d'impact d'un boulet de canon par exemple. On a des contre-gardes ainsi que des chemins de ronde avec ici, avec la Deule par exemple pour l'île, un fossé entre la forteresse
et le reste de la ville, avec un canal qui a été construit, et à l'intérieur une place d'armes, aussi en étoile, avec donc des canons répartis sur l'ensemble des lunettes finalement et des bastions, où à l'intérieur on avait donc des grands bâtiments qui pouvaient contenir jusqu'à 10 000 hommes à l'intérieur de celle-ci. Alors celle de Lille est très intéressante à voir parce que si vous allez donc sur internet et si vous tapez donc la forteresse de Vauban à Lille, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera réouverte, mais si vous voulez aller à Lille, alors je sais pas si c'est à plus de 100 km d'Hirson, mais je vous conseille vivement d'aller voir cette forteresse hein, qui est vraiment typique en fait des forteresses Vauban de Louis XIV. On voit vraiment bien cette configuration en étoile encore aujourd'hui avec donc la Deule qui la contourne. Et si on met donc une image satellite, euh, cette forteresse qui est ici est visitable et elle se trouve en plein milieu de la ville de Lille. Donc on essayait donc au départ de protéger le centre historique de Lille, puisque à l'époque hein, Lille n'était pas euh, aussi importante et imposante. Hein. Euh, Elle ne s'étendait pas aussi loin. Donc on voit bien donc que cette forteresse a bien survécu finalement au temps. Je rappelle qu'elle a quasiment 4 siècles, hein, cette citadelle de Lille, et aujourd'hui on y retrouve des bureaux administratifs si je ne me trompe pas. Et alors pour ceux qui aiment la musique, et pour cette année je pense que ça ne sera pas possible d'y aller parce que c'est annulé. À Arras, vous avez aussi une forteresse Vauban. Euh, c'est une forteresse où on retrouve. Alors je sais plus où aller, Arras. J'y vais. Cambrai. Et vous avez donc un festival maintenant à Arras, si je me trompe pas. Tout à fait. Voilà, le Man Square qui se trouve en fait à l'intérieur d'une ancienne forteresse Vauban. Donc dans une ancienne place forte, euh, qui aujourd'hui en fait est une énorme esplanade. Alors j'y suis jamais allé pendant le festival, mais je suis allé le voir avant le confinement, pendant les dernières vacances, euh, mais vous retrouvez aussi donc cette configuration. Alors là, j'essaie de le retrouver. Elle est où? Ici. C'est, on retrouve en fait ici le côté un peu en étoile euh, à la citadelle d'Arras qu'on retrouverait ici. Mais on la voit un peu moins bien. Mais croyez-moi, c'est vraiment une ancienne forteresse Vauban qui maintenant accueille un grand festival de France. Bien. Reprenons notre diaporama. Donc finalement, pour s'affirmer à l'extérieur, donc les rois de France n'hésitent pas à faire de la guerre, à acquérir de nouveaux territoires et à renforcer leur euh, qu'on s'appelle leur nouveau territoire par des places fortes, modernes et résistantes liées aux forteresses, donc Vauban. Problème de la guerre, le nerf de la guerre c'est euh, l'argent, et l'argent va être un peu moins important à cette époque-là, puisque le royaume de France va être en dette, et ce qui va amener aussi à l'intérieur à des révoltes populaires. Bien, je m'attarde pas trop sur ce point-là, puisqu'on va s'intéresser à la dernière partie sur le développement du commerce extérieur et la prise en main de l'économie, très important, avec ce grand B. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir dans ce grand B, dès le XVIe siècle et dès François Ier, on l'avait déjà vu dans le chapitre 4 avec la colonisation et la première mondialisation avec l'Espagne et le Portugal dès 1492, Christophe Colomb et ainsi de suite.
François Ier va lui aussi essayer de coloniser de nouveaux territoires et de nouvelles terres à partir de 1532, puisqu'il va soutenir euh, dès ces années-là, vers 1530, des expéditions, et notamment l'expédition d'un certain Jacques Cartier. Alors je crois que je vous le mets juste après. Alors Jacques Cartier, donc c'est votre document 4 et document 5, page 163. Je vais lire le document 4. Donc Cartier prépare son troisième et dernier voyage, mais les Bretons qui craignent que le roi n'impose un monopole sur la pêche à la morue dans la région de Terre-Neuve ne lui facilitent pas la tâche. François, par la grâce de Dieu, notre très cher et bien-aimé Jacques Cartier, capitaine général et maître pilote de tous les navires et autres vaisseaux de mer que nous voulons envoyer vers les terres du Canada jusqu'en Saguenay, faisant un des bouts de l'Asie du côté du nord, nous a fait dire que pour cette expédition, il lui est besoin et nécessaire de trouver un grand nombre de pilotes et autres maîtres expérimentés au fait de navigation pour la conduite des navires. Il a voulu passer accord avec plusieurs experts de cet État, lesquels ont été dissuadés d'entreprendre l'édit voyage pour certains de nos sujets, tant de la ville de Saint-Malo que des autres villes, ports, pardon, et havres du duché de Bretagne. Nous vous demandons de nous informer rapidement sur ces empêchements, pour que cette information soit rapportée devant notre conseil privé, en ordre délivré par François Ier au premier sénéchal de Rennes, Fontainebleau, en 1540. Globalement, à partir de François Ier, et d'après ces deux documents, il va, le roi donc, investir de l'argent pour coloniser de nouvelles terres, et notamment les terres qu'on appelle les terres de Terre-Neuve. Alors ces terres de Terre-Neuve, on les retrouve autour du golfe de Saint-Laurent, autour du fleuve Saint-Laurent, euh, donc par Jacques Cartier vers 1535-1536. Où ça se trouve, ce territoire avec le fleuve de Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent? Ouais. Et dans quelle partie? Ils ont un accent particulier d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils parlent français d'ailleurs. Quelle est la grande ville aujourd'hui qu'on retrouverait vers Terre-Neuve? Ouais, Québec ou Montréal, tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi aujourd'hui le Québec parle français? C'est parce que à partir de François Ier, on va avoir une colonisation de ces terres, et en fait ces terres vont être ensuite euh, colonisées par des Français jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Après, on va avoir des conflits avec les Anglais, c'est pour ça que le Canada est anglais et le Québec est français. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir, à partir de François Ier et surtout ensuite avec Louis XIII et Louis XIV, la naissance d'un empire colonial français, puisque donc dans le golfe du Saint-Laurent et au départ sous Louis XIII et Louis XIV, tout ce qui concerne l'Est de l'Amérique du Nord et du Canada vont être colonisés par la France, jusqu'en Louisiane, jusqu'en Nouvelle-Orléans. Pourquoi la Nouvelle-Orléans, ça s'appelle la Nouvelle-Orléans, et que la principale ville euh, de... je sais plus quel est l'état de Nouvelle-Orléans, euh, ça va me revenir. Je crois que c'est du Mississippi. La principale ville s'appelle Bâton Rouge. C'est lié notamment à cette colonisation française, en fait, euh, de ce territoire. La Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, ce sont des noms français qui ont été ensuite euh, anglicisés finalement euh, par la guerre. On va avoir la guerre de 7 ans sous Louis XV. Mais globalement, on va avoir donc ces territoires qui vont être conquis et colonisés donc par Louis XIII et Louis XIV, en plus des territoires des Caraïbes et de la mer des Caraïbes, qui sont aujourd'hui nos départements et régions d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, aujourd'hui, mais on va aussi avoir la colonisation de Saint-Domingue, l'actuelle l'actuel pays donc qui est la République dominicaine et Haïti, et aussi dans un dernier temps en Inde, où on va avoir des comptoirs en Inde,
tenus par les Français, notamment Ceylan, Pondichéry. Alors c'est pour ça que Pondichéry aujourd'hui on a encore des collèges et des lycées français à Pondichéry. Et je ne sais pas si vous en souvenez, si vous avez fait des brevets blancs, on vous donnait souvent des sujets venant de Pondichéry, parce qu'en fait, ça vient de la colonisation sous Louis XIII et Louis XIV de ces territoires qui sont à l'époque français. Et aujourd'hui, on a encore une minorité française qui se trouve en Inde, à Pondichéry. Voilà. Donc globalement, dès le XVIe siècle, et je lis la trace écrite, la France s'engage dans la conquête de colonies. Ils en ont marre en fait de voir les Portugais et les Espagnols aussi s'accaparer tout ce qui concerne l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Eux aussi veulent avoir une part du gâteau. Et afin d'augmenter aussi sa puissance maritime et commerciale, François Ier va charger Jacques Cartier d'explorer le nord de l'Amérique et d'y trouver un passage direct vers les Indes dès 1532. Et cela aboutit en 1534 avec la colonisation des terres découvertes le long du fleuve Saint-Laurent, euh, au nom du roi. Louis XIII, quant à lui s'empare de la Guadeloupe et de la Martinique en 1635, et Louis XIV va lui coloniser la Guyane et Saint-Domingue dès 1682, ainsi que la Louisiane avec la Nouvelle-Orléans. Voilà, globalement. Ces territoires vont donc permettre à la France de développer son commerce extérieur par le biais donc de ses colonies et, dans un deuxième temps, sous Louis XIV, développer une nouvelle politique. Alors c'était les questions que vous deviez faire aujourd'hui. J'ai oublié de vous le redonner pour sur le NT. Alors je pense que certains n'ont pas fait ces questions. C'est pas grave parce que je vous donnerai la correction que cet après-midi. Donc des questions, page 181, concernant la politique mercantiliste et maritime de Colbert. Concrètement, ce qu'il faut comprendre sous Louis XIV, puisque Louis XIV fait la guerre et que la guerre coûte beaucoup d'argent, Louis XIV va s'accaparer, vu qu'il est il dirige de façon absolue le royaume de France, va diriger l'économie d'une main de fer, et il va être aidé notamment d'un certain Colbert, qui va mettre une politique particulière en France, qu'on appelle la politique mercantile, ou la politique mercantiliste. Alors vous avez le document 1 pour page 180 qui vous donne donc aussi une rapide biographie de Colbert. Alors Colbert, c'était lui, contrairement à Vauban, un membre d'une famille de riches marchands qui est au départ au service de Mazarin, donc il est connu des rois et du roi depuis donc sa régence. Il va devenir l'un des principaux ministres de Louis XIV, un des principaux acteurs de la politique absolue de Louis XIV, devenir contrôleur général des finances, une des plus grandes administrations à l'époque de Louis XIV, secrétaire d'État à la marine aussi, pour le commerce extérieur, et par ses fonctions, il va contrôler la vie économique et commerciale du royaume. Que va faire ce Colbert? Eh bien, ce Colbert, il va mettre en place cette politique dite mercantile, ou donc le mercantilisme. Alors qu'est-ce que c'est que le mercantilisme? C'est ce que vous définit Colbert dans ses lettres, instructions et mémoires dans les années 1660. Il dit: je crois que l'on demeurera facilement d'accord sur ce principe qu'il n'y a que l'abondance d'argent dans un État qui fasse la différence de sa grandeur et de sa puissance. Il n'y a qu'une même quantité d'argent qui roule dans toute l'Europe et qui est augmentée de temps en temps par celui qui vient des Indes occidentales, donc de l'Inde. On ne peut augmenter l'argent dans le royaume qu'en même temps que l'on en ôte la même quantité dans les États voisins. Il n'y a rien de plus nécessaire dans un État que le commerce, c'est lui qui le rend florissant. Donc, pour lui, qu'est-ce que c'est que le mercantilisme? Le mercantilisme, c'est finalement une politique économique qui va faire, qui va faire rentrer de l'argent ou de l'or dans l'État, donc c'est-à-dire donc de faire du commerce en faisant de rentrer d'argent par le commerce par rapport aux États voisins, tout en cherchant à limiter
les importations, c'est-à-dire à limiter le commerce extérieur et augmenter les exportations. Importation, exportation, est-ce que ça va pour tout le monde? La différence? Une importation, c'est le fait donc de prendre d'acheter finalement dans un pays pour, euh, pour nous, hein, finalement. C'est-à-dire l'achat des masques par exemple, hein. On importe les masques. L'exportation, c'est ce que fait par exemple la Chine ou le Vietnam, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui vont vendre le, les marchandises. Donc que veut faire Colbert? C'est augmenter les exportations, donc de donner de plus en plus de marchandises venant de France, en limitant les importations afin de faire du profit lié donc à cette différence. C'est ça le mercantilisme. Et le mercantilisme, aujourd'hui, on le retrouve énormément dans notre système libéral lié à la mondialisation, et Colbert va vraiment mettre en place toute cette politique qu'on retrouvera quelques années plus tard, euh, et quelques siècles plus tard, encore aujourd'hui. Hein, de limiter les importations et de favoriser les exportations, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans notre système mondialisé. Donc globalement, Louis XIV et Colbert vont limiter les importations pour faire rentrer les richesses dans le royaume, donc avec les ressources qu'ils ont dans les nouvelles colonies. Ils vont aussi attirer les talents étrangers. Ils vont imposer des règles de fabrication aux manufactures. D'ailleurs, j'ai oublié un S, honte à moi. Euh, c'est votre document 3. Alors, je vais pas lire l'ensemble de votre document 3, mais sensiblement le fait donc de limiter la main-d'œuvre, limiter le coût des matières premières, c'est finalement ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et il va aussi créer ce qu'on appelle la compagnie des compagnies de commerce, et notamment la fondation, c'est votre document 6, de la compagnie de commerce des Indes orientales en 1664. Cette compagnie qui va être euh, très très importante sous Louis XIV et sous Louis XV. Alors je vais lire les articles de cette fondation. Article 1. La Compagnie des Indes orientales sera formée de tous nos sujets qui voudront y entrer pour telle somme qu'ils estiment à propos, pour chaque ne pouvant être inférieur à 1000 livres. 2. 9. La Chambre ou Direction générale des affaires de ladite compagnie sera établie en notre bonne ville de Paris et sera composée de 21 directeurs élus. 13. Ne pourra aucun des intéressés de la compagnie avoir voix pour l'élection des directeurs s'il a moins de 10 000 livres dans la compagnie. Donc globalement, ceux qui ont moins de 10 000 livres ne peuvent pas faire partie de la compagnie. 27. La compagnie pourra naviguer et négocier seule à l'exclusion de tous les autres sujets depuis le cap de Bonne-Espérance. Donc on est aujourd'hui en Afrique du Sud, jusque dans toutes les Indes et mers orientales pour le temps de 50 années consécutives. Donc on va avoir euh, tout l'océan Indien qui va être protégé par la Compagnie des Indes au niveau du commerce pendant 50 ans, pendant lequel temps il est fait défense à toute autre personne d'y faire navigation et commerce. Donc on va avoir euh, l'accaparement de la Compagnie des Indes dans le commerce dans l'océan Indien. 28 appartiendra à ladite compagnie à perpétuité toutes les terres, places et îles qu'elle pourra conquérir sur nos ennemis et qu'elle pourra occuper. Donc finalement, c'est concurrence entre les différentes compagnies parce que l'Angleterre et les Provinces-Unies, elles aussi vont avoir des compagnies de commerce. 29, nous donnons à ladite compagnie l'île de Madagascar et les îles voisines. 39, nous promettons à ladite compagnie de la protéger et d'employer la force de nos armes en toute occasion pour la maintenir dans la liberté entière de son commerce et navigation. Donc protection de la marine royale. Et article 44, les marchandises qui viendront des Indes et seront déchargées dans les ports du royaume ne paieront aucun droit de rentrée ni de sortie. Donc les bateaux de la compagnie ne paieront pas de taxes puisqu'ils ont déjà payé une taxe au départ pour rentrer dans la compagnie. Donc, à partir du moment où, en 1664, on va avoir cette création de la Compagnie des Indes orientales, et on va aussi avoir une autre compagnie qui va se créer quelques années plus tard, qui s'appellera la Compagnie des Indes occidentales.
qui va faire concurrence aux différentes compagnies des autres pays, notamment les Provinces-Unies et l'Angleterre, qui avaient eux aussi des compagnies, hein. La Indian Company pour l'Angleterre, par exemple, hein, ou la VOC, la VOC pour les Provinces-Unies. Je sais plus ce que ça veut dire VOC, c'est un terme hollandais. Je regarderai plus tard. Eh bien, on va avoir donc l'accaparement du commerce dans l'ensemble de l'océan Indien pour ces différentes compagnies sous couvert de l'État qui les protège euh, avec la marine royale afin de développer ce commerce d'exportation des marchandises de la France. Donc je lis les traces écrites. Sous Louis XIV, donc l'État dirige l'économie, son contrôle est confié à Colbert, qui met en place le mercantilisme. Il s'agit donc de limiter le plus possible les importations et d'augmenter les exportations pour faire rentrer le plus d'argent possible dans le royaume. Pour cela, Colbert attire les talents étrangers, en leur octroyant des privilèges, impose des règles de fabrication aux manufactures, chargées de produire des biens de haute qualité qui sont exportés dans toute l'Europe, notamment au niveau des vitres, par exemple, ou, euh, ou des hauts fourneaux, notamment le bronze ou l'argent. On avait donc de grandes manufactures très très connues à cette époque-là, avec un haut rendement sous Louis XIV. Par ailleurs, il crée les compagnies de commerce, comme la Compagnie des Indes orientales, qui consacre la présence française dans l'océan Indien. Bien, eh ben on y arrive enfin à cette conclusion. Conclusion qui soit fait une petite 3 ou 4 lignes, mais peut être aussi être la carte mentale de votre manuel concernant donc ce chapitre. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que l'État monarchique français eh bien, va se renforcer de plus en plus à l'époque moderne. Cette affirmation de la souveraineté donc atteint son apogée sous Louis XIV, euh, par le biais donc d'une longue lutte du pouvoir royal pour soumettre toute la société française et pour s'affirmer face aux autres puissances européennes. Et l'évolution politique de l'Angleterre par rapport à la France va être très différente. C'est ce qu'on va voir notamment vendredi avec le modèle britannique qui n'est pas du tout le même que celui de la France, même si on a certains éléments complémentaires et qui peuvent être comparés.